Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors, avec un Z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 100e épisode de Pause Report. Et oui, déjà 100, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 19 décembre, il est exactement 20h10 et pour ce dernier épisode de l'année, qui plus est pour le 100e, nous allons parler d'Ultime, mais plus précisément du Maxi Edmond Rothschild qui a gagné cette saison les 3 courses qu'il a disputées avec bien évidemment en point d'orgue la 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Nos 2 invités font partie justement du Gitana Team. Le premier n'est autre que le vainqueur de cette transat en solitaire. Il s'agit bien évidemment de Charles Caudrelier qui est chez lui à la Trinité-sur-Mer. Salut Charles. Bonsoir. Le deuxième est le directeur général du Gitana Team. C'est bien évidemment Cyril Dardashti qui est lui, je crois, à la montagne. Salut Cyril. Bonsoir à tous. Eh bien, messieurs, merci d'avoir répondu présent à mon invitation pour cette 100e. Peut-être avant de revenir, de parler de voile et revenir sur cette saison qui aura été très riche pour vous. Un petit mot quand même sur l'actualité du jour. J'imagine que vous avez peut-être suivi, comme plus de 25 millions de Français, la finale de la Coupe du Monde France-Argentine hier soir. Charles, Cyril, est-ce que vous avez suivi et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer avec toi, Charles. Ouais, évidemment, j'ai suivi avec mon fils et ses copains et puis ma femme. Et écoute, on a été un peu désœuvrés sur les premières minutes, mais la fin était juste géniale. Évidemment, il y a de la déception. Voilà, mais c'est difficile de dire qui a le mieux joué. En tout cas, c'était juste une finale magique. Voilà, juste un peu de déception. Voilà pour l'équipe de France, pour Didier Deschamps, qui je crois fait une copie géniale et ça me fait bien sourire parce que quand je vois toutes les critiques qu'on entend dans les journaux spécialisés, on voit bien que parfois ils comprennent rien. Donc ça me fait plaisir qu'il ait fait amener cette équipe-là. C'était pas loin de gagner. C'est difficile. Les tirs au but, de toute façon, c'est toujours très triste et injuste. Donc voilà. C'est effectivement arrivé à d'autres avant lui, mais Jacquet avait été aussi particulièrement critiqué en son temps avant la première victoire de la France en Coupe du Monde en 98. Cyril, est-ce que du côté de la montagne, on a regardé avec passion ce France-Argentine? Ah bah alors avec passion et avec enthousiasme, c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Charles, c'est que les 70 ou 75 premières minutes, moi je me suis demandé où était l'équipe de France et après il y a eu ce revirement, c'était juste incroyable et puis et c'est vrai qu'on était vraiment tenu en haleine et on se demandait même comment allait être l'issue, même si à un moment j'étais persuadé que l'équipe de France allait gagner et puis le sort on a voulu autrement puisque pour le coup ça s'est terminé sur des tirs au but et c'est vrai que là pour le coup je trouve que le côté aléatoire alors on peut le voir comme on veut hein, est-ce que finalement c'est l'équipe la plus forte qui a tenu ou c'est la chance? Moi je mettrais plutôt ça sous le compte de la chance, mais en tout cas on a eu un combat incroyable jusqu'à la fin et qui nous a tenu en haleine jusqu'au tir au but. C'était un peu long pour moi d'ailleurs à la fin puisque j'avais d'autres obligations, mais en tout cas je suis allé jusqu'au bout et c'était juste incroyable.
Charles, un petit mot pour finir sur le foot. Tu es un sportif de haut niveau, hein, comme les footballeurs de l'équipe de France. Quand tu vois la folie que le foot suscite, l'enthousiasme que peut susciter une telle finale, ça fait quoi? Ça fait envie? Ça fait peur? Ça te laisse indifférent? Comment tu vois ça, toi qui es un sportif de haut niveau? Bon, non, mais je crois que c'est juste le sport le plus universel et c'est normal que ça fascine les foules. Tout le monde peut jouer au foot, tout le monde peut s'identifier aux joueurs. Donc moi je trouve que c'est un sport fabuleux parce que tout le monde peut y jouer, toute classe sociale. Donc voilà, c'est normal que ce soit le sport le plus représenté. Parfois ça va un peu loin. Je trouve que on en parle un peu trop dans les médias. Des fois c'est d'ailleurs aucun intérêt. Ils brodent autour de ça. Et c'est juste un petit peu dommage parfois que maintenant c'est ce qui se vend, mais qu'on mette pas d'autres sports en avant. J'étais au Micro d'Or la semaine dernière. J'ai rencontré des sportifs incroyables qui font des trucs de dingue et dont on n'a jamais entendu parler et qui d'ailleurs me connaissaient peu non plus finalement, un petit peu grâce à l'actualité, mais on se rend bien compte qu'il y a d'autres sports. C'est juste le seul reproche que je ferais, mais ça c'est pas la faute des joueurs de foot, hein, c'est la faute aussi des choix des journalistes. Maintenant, je comprends qu'il y a plus de gens qui s'intéressent au foot, mais je suis sûr il y a plein d'autres sports qui mériteraient d'être un peu mis en avant. Voilà, le foot restera toujours le foot, et j'adore ce sport. Mais Bon, est-ce que le petit Charles a tapé dans le ballon quand tu étais jeune? non, malheureusement, c'est mon grand regret, hein. Je jouais tout le temps à l'école et j'adorais ce sport et mes parents, n'avaient pas envie de me mettre au foot et j'ai fait du tennis où j'étais pas très médiocre et je crois que j'aurais vraiment aimé jouer au foot et j'adore encore faire des matchs comme ça, mais je suis assez nul parce que j'ai très peu joué, voilà, mais c'est vraiment un sport que j'ai adoré. Bon, eh ben merci. Revenons maintenant à notre sport et à votre sport, à la course au large. Et donc, sur cette saison 2022 qui aurait été bien riche avec deux grands objectifs pour le Gitane Team, hein, la route du Rhum destination Guadeloupe, on va en parler. Le trophée Jules Verne, on va également en parler. Cyril, est-ce que tu peux nous raconter comment, quand on est face à des échéances comme ça, comment on planifie et comment vous avez planifié cette saison en fonction de ces deux grands objectifs de la saison? Bah, disons dès le départ, on s'est dit qu'on allait prendre les choses les unes après les autres. Je crois que ce qui est très important quand on projette une saison et quand on projette d'une saison sur l'autre, justement, c'est d'essayer de voir comment participer à des courses ou à des records en étant à chaque fois prêt et en se mettant pas la pression de l'épreuve suivante. Donc, ce qu'on s'est toujours dit dans l'équipe, c'est que on se mettait des objectifs ambitieux puisque finalement cette année était quand même on avait la Finistère Atlantique, les 24 heures ultimes, la route du Rhum et puis avec ça on rajoute le trophée Jules Verne et ce qu'on s'est toujours dit c'est qu'on prenait les événements les uns après les autres, c'est-à-dire que systématiquement on se focalise sur l'événement qui arrive et on se laisse le temps de pouvoir préparer le suivant sans se mettre la pression justement sur la saison telle qu'elle arrive. Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça la photo et on voit tout ce qui nous attend dans l'année, on peut prendre peur. Mais je pense que l'équipe aujourd'hui est tellement bien organisée, que ce soit la partie équipage que la partie technique, qu'on peut se mettre des objectifs justement aussi ambitieux que ceux qu'on se donne aujourd'hui. Ouais, c'est un peu le match après match des footballeurs alors. Bah c'est plus je pense que le footballeur a besoin de beaucoup de récupération parce qu'il se donne je pense que physiquement c'est extrêmement difficile. Alors je veux pas dire que ce qu'a fait Charles n'est pas difficile, loin de là, hein, c'est même extrêmement compliqué. Mais je crois qu'on fait la balance entre faire du solitaire et puis aussi faire de l'équipage. Je pense que si on était parti sur un tour du monde en solitaire, ça aurait été complètement différent et je pense qu'on aurait vu un programme tout autre. Là, on part sur de l'équipage. J'espère que Charles a pu bien récupérer d'ores et déjà. Et puis là, on part sur de l'équipage où là, on va dire, un peu moins de sollicitations de la part du marin, je veux dire, de manière unique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'équipage et là, du coup, on peut se reposer aussi de temps en temps quand on est fatigué sur l'autre. Charles, toi, de ton côté, le premier grand objectif, bon, il y avait des courses intermédiaires, mais le premier grand objectif, c'était cette route du Rhum destination Guadeloupe. Quelles étaient un peu de ton côté les priorités, tes priorités personnelles pour arriver dans les meilleures dispositions possibles au départ de Saint-Malo? Mes priorités, ouais, elles étaient engranger de l'expérience en solitaire parce que j'étais le bisu avec Arthur Levaillant aussi, mais j'étais le bisu un peu des favoris.
en solitaire. J'en avais pas fait depuis très longtemps et je voulais prendre la dimension du truc. Donc je l'ai fait très rapidement et c'était la meilleure décision que j'ai prise, c'est de faire le retour de la Transat Jacques Vabre en faux solo. Donc déjà, ça m'a donné un premier aperçu de certaines choses. J'ai fait certaines erreurs et après j'ai pu réfléchir aussi comment préparer le bateau. Et puis dès que j'ai pu, je suis parti en solitaire. Je crois que je suis un peu le seul qui a fait d'ailleurs du vrai solo en qualification. Et je me suis imposé un rythme presque de course, même si c'est impossible, pour me rendre compte de la fatigue avec beaucoup de manœuvres. Et ça a bien payé. Et après, on a eu un peu d'équipage, mais ce qui est important, je crois, sur des prototypes et puis ce qui a été une des clés de la victoire, c'est d'avoir sans doute le meilleur bateau. Donc l'équipage, ça nous permet d'avancer et on a quand même continué à progresser techniquement. Je pense que pas mal d'équipes qui ont essayé de se préparer pour le solo, de fiabiliser le bateau. Nous, on avait déjà un bateau fiable et on a continué à l'optimiser en prenant quand même quelques risques puisqu'on a changé nos foils très peu de temps avant. On a changé de foil même. On a fait 5 versions de ce foil-là. On l'a modifié 4 ou 5 fois, je crois, dans l'année pour avoir des meilleurs dans des réglages, des petites modifs. Donc ça nous a permis d'avoir un bateau super performant au départ et je pense que c'est quand même essentiel. Voilà, je connaissais mon bateau par cœur. Je sais comment le mener. J'étais assez confiant après avoir fait beaucoup de doubles. Donc c'était d'arriver à trouver le bon rapport entre entraînement solitaire et amélioration technique du bateau pour évoluer face aux bateaux neufs qui sont extrêmement récents par rapport à nous, donc qui ont un potentiel quand même. Voilà, quand tu fais un bateau 4 ans après, t'essayes de faire mieux. Donc voilà, il fallait avancer. Et je crois qu'on a bien réussi à ça. Et je pense qu'une des clés, ça a été le travail de toute l'équipe pour avoir le bateau le plus performant. Les marins, je pense que le niveau il est très très proche. C'est ce qui a fait la différence, je crois. C'est vraiment la perf du bateau pur, c'est essentiel, quoi. Et après, moi, je savais que je pouvais le mener à 100% assez rapidement. J'en étais convaincu, quoi. Cyril, c'était comme le dit Charles, c'était un pari quand même de changer de foil en plein été à seulement quelques mois du départ. C'était quelque chose que vous aviez planifié longtemps à l'avance. C'était prévu, je crois, d'après ce que j'ai compris, c'était peut-être prévu un an plus tôt. Comment est-ce que vous avez hésité à lancer cette paire de foils justement 2-3 mois avant la route du Rhum, ou c'était de toute façon ce qui était prévu et vous étiez persuadé que ça allait marcher? C'est vrai que cette paire de foils, en fait, on l'attend depuis un moment, hein, et puis elle nous a pas forcément donné satisfaction l'année dernière. On a identifié avec le bureau d'études de Gitana comment justement améliorer les choses avec Franck et puis Charles évidemment qui avaient leurs inputs et qui retranscrivaient vraiment ce qu'ils ressentaient en termes de sensations. Et c'est vrai que on s'était mis un point d'honneur à pouvoir faire cette modification parce que déjà ça faisait un an qu'on attendait, voire plus, et que face à la concurrence, on se devait aussi de lever encore un petit peu le niveau de jeu et donc les performances du bateau. Et je crois que le fait de mettre une paire de foils comme ça un mois avant une épreuve montrait aussi la force qu'on avait tous et la capacité qu'on avait justement à se surpasser parce que effectivement on avait quand même essayé ce foil. On l'avait aussi essayé en structure pour se rassurer notamment sur le fait qu'elle puisse entre guillemets ne pas casser et donc quand on a réussi à avoir satisfaction de ce foil-là, on s'est pas posé la question de savoir s'il serait fiable ou pas. On est pas certain parce qu'il faut rester humble par rapport à tout ça, mais en tout cas, on était relativement confiant quant à la mise en place de ces appendices. Et Charles, au niveau performance, quand tu pars sur cette route du Rhum avec ces nouveaux foils, tu as l'impression que le bateau a fait un gros gap? Ça a été tout de suite très sensible? Oui, il y avait en perf, on l'a vu tout de suite. Il y avait des moments où on allait plus vite, notamment à haute vitesse, qu'on décollait un peu plus tôt. Après, on avait des incertitudes parce qu'on a beau essayer de rencontrer les conditions, c'est la stabilité du foil par rapport à l'autre. Mais on a fait des sorties dans la mer mauvaise et tout de suite, on a vu qu'il y avait aussi un gain de ce côté-là, ce qui était plutôt une bonne surprise. Voilà, donc on fait pas les choses n'importe comment. On savait pourquoi on a fait ce foil-là. On lui avait trouvé des défauts, on les avait corrigés, donc on était plutôt satisfait, quoi. Après, il n'y a pas eu que ça. C'est sûr que quand tu me dis comment je me suis préparé, je savais que ça allait être physique. Donc physiquement, ça fait 3 ans que je me prépare vraiment bien, et notamment cette année, j'ai mis un gros coup de collier. Voilà, j'ai parti 15 jours, 8 jours faire du vélo juste avant. J'ai fait beaucoup d'autres sports. Je me suis préparé mentalement aussi avec mon préparateur mental avec qui j'avais gagné le Figaro en 2004, Gilles Monnier de l'ENV.
Et puis j'avais fait aussi cette rencontre qui a été plus décisive que ce que je pensais avec Arnaud Géral. C'était un peu un partage d'expérience qui s'est avéré en un vrai transfert de compétences de la part d'Arnaud sur la concentration, la respiration, pour améliorer un peu certains de mes points faibles, voilà, notamment la capacité à s'endormir, qui était un peu mon défaut en solitaire. J'ai du mal à lâcher prise et aller, voilà. Donc il y a beaucoup de choses derrière cette victoire. Ce qui m'a permis de le faire, c'est aussi d'être entouré comme ça de, voilà, quand moi j'avais beaucoup de temps pour moi et depuis, ça fait 3 ans, moi, que je prépare cette route du Rhum. Ça fait 3 ans que je navigue énormément. Donc, je partais quand même avec beaucoup d'atouts, un bon bateau, plus d'expérience que les autres sur les bateaux volants et une préparation physique au top. Bon, je savais que certains étaient aussi au top, hein, mais voilà, je crois que on avait mis beaucoup de choses autour de moi pour me préparer, voilà, comme jamais m'étais préparé sur une course. Donc c'était la course où il y a le plus gros enjeu. J'avais énormément de pression mais malgré tout, je suis jamais parti aussi serein. Je pense pas que les gens dans l'équipe m'aient trouvé très stressé pour un départ d'une course aussi importante. Donc voilà. Cyril, est-ce qu'il était stressé? Je crois que déjà tu voulais rebondir, mais est-ce que Charles était stressé avant de partir? J'ai croisé effectivement beaucoup de monde qui m'a dit qu'il t'avait croisé toi le matin du départ et que tu n'avais pas l'air très stressé. Cyril? Charles, non, je trouve qu'il était effectivement très serein dans la manière de mener en tout cas ce départ, et pour preuve, hein, c'est qu'il a fait un départ juste extraordinaire. Je crois qu'il s'est vraiment transcendé, il a été vraiment impressionnant, et j'ai été très impressionné par la manière dont il menait le bateau. Donc je pense que c'est au-delà effectivement de la partie technique, où là on a vraiment la chance effectivement d'être libre dans nos choix, parce que on a la confiance de notre armatrice Ariane de Rothschild et ses filles, mais c'est surtout aussi je dirais la capacité qu'a eu Charles à mener la machine de cette façon-là. Je crois qu'il faut aussi rendre hommage à Charles dans tout ce qu'il a fait pendant ces 6 jours et demi. On va en reparler un petit peu plus dans le détail. Juste pour revenir un peu sur cette avant-saison, Cyril, il y avait deux courses donc que vous avez fait, la Finistère Atlantique et les 24 heures ultimes. Finistère Atlantique en équipage, 24 heures ultimes en faux solo, si je me souviens bien, que vous avez gagné. À quoi elles vous ont servi ces courses? Est-ce que c'était important de pouvoir s'étalonner? Est-ce qu'elles vous ont mis davantage en confiance? Est-ce qu'elles vous ont fait constater que la concurrence se rapprochait? À quoi vous ont servi ces deux courses? Je dirais que ça a été en plusieurs phases. Déjà, la Finistère Atlantique nous a permis de voir où on en était par rapport à la concurrence et par rapport à nos adversaires, voir où ils en étaient dans leur niveau de préparation, en tout cas au niveau du bateau et au niveau des performances. Là, on a vu effectivement que les uns et les autres se rapprochaient, et c'est pour ça que d'ailleurs on avait vraiment à cœur de faire marcher cette nouvelle paire de foils, parce qu'on savait très bien que il y avait un vrai plus à avoir. Ensuite, il y a eu les 24 heures ultimes, où là, je pense que même si c'était du faux solo, la personne à bord était un caméraman qui ne touchait absolument à rien, et a permis aussi à Charles de se mesurer également aux autres, mais de façon différente, parce que là, pour le coup, on peut considérer que c'était pas un galop d'essai, mais en tout cas une première phase sur 24 heures solitaires qui était annonciatrice finalement de ce qu'on attendait sur la route du Rhum. Et là encore, je pense que Charles a montré qui était le patron sur cet événement-là, même si encore il n'est pas révélateur, mais en tout cas, ça montre quand même l'état d'esprit dans lequel il était. Et puis, évidemment, la route du Rhum qui s'est conclue avec le résultat qu'on connaît. Charles, justement, on va parler un peu plus en détail de cette route du Rhum. On va pas refaire le match complètement parce qu'il a été fait et refait. Tu parlais d'énormes pressions. Malgré ça, tu étais serein. Est-ce que cette pression, tout le monde disait que tu étais le grand favori, tu l'assumais, ou comment tu la vivais, cette pression? Je l'ai étonnamment bien vécu, mais un peu comme toujours, hein. Moi, je suis plutôt détendu au départ. J'étais en plus jamais parti aussi confiant par rapport au bateau, à ma façon de régler mon bateau, la connaissance du bateau. Voilà, je pouvais tomber sur un bateau, un couple bateau skipper plus fort. Ça, j'avais un peu une inconnue. C'était éventuellement le couple de François et son bateau, puisque les autres, je les avais mesurés avec des modifications. À Finistère Atlantique, on avait vu que Bangkok était des fois plus performant, et je pense qu'avec nos foils, on a vraiment compensé ça, voire même on a gagné par rapport à lui. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais après les entraînements en solitaire.
Et du coup, voilà, c'était un peu l'inconnu. Et finalement, je disais que j'avais pas de pression. Et je pense que jusqu'au début, mi-course, j'étais sans pression. Et la pression, je me la suis mis à la fin, comme je fais souvent, parce que alors que c'est le moment où j'avais le plus d'avance. En fait, François était prêt, plus j'étais à l'aise, et plus il était loin, plus je stressais, inutilement d'ailleurs. Et j'ai mis la pression surtout sur les dernières 36 heures où j'étais pas content exactement de notre positionnement. En fait, c'était une erreur. Hein. C'était vraiment la pression. J'ai fait des petites bêtises par moment à cause de ça et un petit peu au début, quand François est revenu, j'ai pas très bien manœuvré sur. Voilà, ça m'a fait une erreur et puis j'en ai refait une ou deux après. C'est dommage, c'était un peu dû à la pression. Donc voilà, mais c'est vrai que je me sentais quand même très fort. Tout de suite, j'ai vu que le bateau allait très vite et puis que j'arrivais à mener la danse et que l'équipe de routage en plus faisait un boulot dingue. J'avais des gens en qui j'avais extrêmement confiance. On avait fait une copie parfaite, je crois, là, sur la Jacques Vabre en termes de navigation. Et là, ils n'ont pas fait beaucoup de bêtises. Hein, je crois pas, voire même quasiment aucune. Raconte-nous un petit peu juste l'épisode du départ. Hein. Il y a eu un moment une suspicion de départ volé qui aurait entraîné une pénalité à faire en course. À quel moment tu l'apprends et comment tu réagis sur le coup? Ouais, il y a eu 2 temps. En fait, ils m'ont demandé de me les rappeler, dire que c'était important. Et du coup, là, j'ai dit, oh, il y a un truc qui va pas. Il m'a dit, bah voilà, t'as volé le départ. J'étais un peu effondré. Je dis, putain, j'ai fait la connerie qu'il fallait pas faire. Je savais que 4 heures, c'était beaucoup et que, en plus, ça partait un peu par devant. Enfin, ça pouvait partir par devant. Du coup, j'ai dit, là, c'est la grosse bêtise. Et ils m'ont vite rassuré en me disant, mais, et puis, moi, j'ai rejoué ma trace. J'ai vu assez vite que j'étais quand même vachement loin derrière, que le comité, enfin la Yellow Brick disait la même chose. Et puis je crois qu'assez rapidement quand même, j'y ai cru quoi. Enfin, Cyril a été très rassurant en disant mais il y a tellement de preuves que voilà c'est physique quoi. C'est pas alors après je savais pas comment ils allaient juger entre une visée et puis une position géographique, mais voilà il se trouve que c'est compliqué. Je vois pas très bien comment ils peuvent viser une ligne aussi grande. Finalement on voit rien, nous on voyait pas voilà et puis comme ils avaient donné des positions de départ et que clairement j'étais sous la ligne et puis il y avait voilà donc et puis finalement bah ils ont été super honnêtes et ils ont reconnu. C'est pas facile pour un comité de course de reconnaître une erreur. J'ai dit ça, Cyril, je m'attendais pas à ça en fait. Et voilà, il y avait des Cyril, preuves matérielles quand même. ouais, bien sûr. Ouais. Cyril, raconte-nous comment s'est passée l'histoire dans les coulisses. Concrètement, comment vous avez réagi avec l'équipe et avec la cellule de routage. Bah, nous sur le départ, ça a été tendu. Alors ça a été tendu pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons déjà parce que on était sur le Zodiac de départ qui avait récupéré les navigants et on reçoit déjà une première photo et quelques commentaires parce que on voyait que enfin certains faisaient un commentaire comme quoi il y avait un trou dans le bateau. Donc Ouais, je me là, souviens bien. Ouais. ouais, il y avait donc où les commentaires disaient que Charles avait percuté un Zodiac, etc. Donc on a eu cette première inquiétude qui est vite tombée parce que c'était en fait une casse qu'on avait eue quelques temps auparavant, mais on n'avait pas pu sortir le bateau et donc refaire une peinture. Et donc on a tout de suite identifié que ce n'était pas un trou, mais vraiment un problème de peinture. Donc là, on a eu cette première inquiétude parce que mine de rien, quand tu reçois un SMS comme ça sur l'eau, c'est jamais agréable. Et puis on a eu ensuite un SMS effectivement du comité de course disant que Charles avait franchi de manière prématurée la ligne de départ. Alors au départ, nous on n'a pas vu, on était en direction de Fréhel, donc bon, on était un peu étonnés parce que même si Charles était vraiment chaud, c'est un garçon raisonnable et donc je le voyais pas franchir la ligne. En plus, il savait très bien qu'il y avait 4 heures de pénalité. Ce que je savais aussi, c'est que le positionnement des bouées, pour nous en tout cas sur Adrena, avait été positionné de façon à ce qu'il y ait une marge de sécurité. Donc je comprenais pas bien. Et donc tout de suite, on a commencé à se renseigner. On a d'abord été voir au niveau de la Yellow Brick, savoir où était positionné cette Yellow Brick sur le départ. On a vu qu'elle était un peu, enfin en tout cas au moment du départ, elle était 50 mètres avant le passage de ligne. Donc là, du coup, on a informé Charles, on a demandé de nous envoyer la trace.
Et puis on a porté réclamation, demandé réparation, pas réclamation, on a demandé réparation au comité de course, qui pour le coup prenait l'avion, donc ils n'ont pas pu nous répondre immédiatement, ce qui fait que c'était un peu inquiétant parce que plus on attendait et moins c'était favorable de faire la pénalité. Et puis heureusement, en fait, à l'arrivée, on a reçu un message comme quoi on avait été, ça avait été réparé. Charles, à l'arrivée, comme souvent, tu étais assez raisonnable dans les effusions de joie. Quel était un peu le sentiment? On a l'impression que finalement, c'était pour tout le monde, c'était un peu l'histoire d'une victoire annoncée. Est-ce que c'était un peu du soulagement pour ça, ou c'était une vraie joie très profonde? Quel était un peu ton sentiment quand tu passes cette ligne et que tu te dis, ça y est, cette course que je prépare depuis 3 ans, elle est pour moi? Ouais, effectivement, je crois que j'ai eu du mal à me sortir de la course et à m'en rendre compte. Je regrette un peu de pas avoir vécu le truc à fond. Après, il faisait nuit, donc tu vois pas les gens. Donc c'est sympa, il y a une côté, mais moi j'avais l'impression qu'effectivement personne ne me voyait. En fait, je voyais pas qu'il y avait des lumières partout et du coup, j'avais l'impression que c'était un peu confinement. J'avais l'impression d'être tout seul toujours, quoi, tu vois. Alors, il y avait du bruit autour, il y avait des lumières, ouais, tu vois pas les visages, les sourires. Ça, et puis je pense que voilà, j'ai eu des petits moments où j'ai eu le temps de penser un peu à la victoire pendant la remontée du canal. Ça, c'était sympa. Mais c'est vrai que je crois que j'aurais aimé le vivre de jour parce que c'est des images que j'avais en tête et voilà. Et puis ça a pris du temps un moment à atterrir. Je sais pas, j'étais tellement dans ma course. Et je crois que j'ai eu du mal à réaliser parce que finalement, tu vois cette course-là, t'as l'impression que ça te fait rêver. Et puis le jour où t'es dedans, bah c'est différent, hein. Tu fais ton job, tu es en train de faire ta course mais ça m'arrive souvent, hein, d'avoir du mal à me sortir de la course et à partager ces émotions, voilà. Donc ouais, j'étais plus dans le comment je dois réagir, ce que je dois faire, la photo que je dois faire, mais plus que dans le truc de lâcher prise. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est peut-être ma nature, comme tu dis. Il y a des gens qui sont différents. Voilà, je me suis plutôt lâché après en fait, c'était un peu, pour moi, la ligne d'arrivée, c'était le passage de la bouée en bas, quoi. C'est vrai que une fois que j'étais là, c'était la délivrance. La délivrance, ça a plutôt été ce moment-là. Après, j'avais l'impression de faire un convoyage jusqu'à la ligne d'arrivée, si tu veux. Mais une fois que j'avais passé la bouée de Basse-Terre, c'est là où j'ai peut-être eu la plus forte émotion, mais j'étais un peu tout seul. Cyril, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je crois que Charles est super exigeant avec lui-même et on reparlait des routeurs, même il était comment dirais-je, il est exigeant avec lui-même, il est exigeant avec les routeurs et je pense que jusqu'à la ligne d'arrivée, en fait, je pense qu'il était dans son dans toute sa dans tout son boulot finalement de ce qu'il devait faire parce que finalement on la voulait tous cette victoire de Route du Rhum et ça a été un moment extraordinaire. Alors peut-être que Charles l'a vécu avec un peu plus de recul parce qu'il se rendait pas compte peut-être à ce moment-là de l'émotion qu'il nous a tous procuré, mais on était tous en pleurs et c'était un moment incroyable et après bon, j'ai quand même malgré tout une grosse pensée pour Alex et François puisque il y a eu cet accident malheureux, mais au moment en tout cas où on passe la ligne d'arrivée, on n'a pas ces informations-là et on est dans un moment, mais en tout cas d'émotion incroyable parce que c'est la construction de 6 ans de travail et de 3 ans pour Charles, 4 ans même pour Charles qui arrive avec nous en 2019 et qui a été monté pierre par pierre et avec minutie, et avec cette ambition. Et encore une fois, c'est qu'on a beau avoir les ambitions, on a beau y mettre toute notre énergie, quelquefois ça marche pas. On a pu le voir notamment sur cette Coupe du Monde de football et si on doit faire un rapprochement et là pour le coup c'est vrai qu'on a réussi à transformer et ça fait 3 ans, presque 4 ans qu'on transforme toutes nos courses en victoire et c'est juste extraordinaire et je crois que c'est un travail collectif qui est juste qui est dingue et cette Route du Rhum on la voulait quoi, on la voulait tous et finalement c'est vrai que c'est un aboutissement et quelquefois on mesure pas à quel point c'est fou quoi. Ouais, bien sûr. Charles, une solitaire du Figaro, 3 Transat Jacques Vabre, 2 victoires sur la Volvo Ocean Race, une Route du Rhum. Ça commence à faire un sacré palmarès. Si on te dit maintenant que tu fais partie des plus beaux palmarès de la voile française, tu mesures quand même, tu te dis quand même c'est moi qui ai fait ça. T'es presque l'égal d'un Franck, d'un Michel Desjoyaux et autres.
Ouais, non, c'est sûr que tu m'aurais dit ça, et même il y a 10 ans. C'est vrai qu'en 10 ans, mon palmarès, il a explosé. Et j'ai attendu longtemps. Il a démarré il y a longtemps, mais après, j'ai quand même eu des. Alors, j'ai gagné beaucoup de courses en double. Mais après, effectivement, depuis la Volvo, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand je dis les 5-10 dernières années, j'ai presque que des victoires sur toutes mes participations, à part une Transat Jacques Vabre où je crois que j'ai abandonné. Ça a été beaucoup de victoires sur plein d'épreuves. En fait, c'est presque pénible parce que après, tu deviens encore plus exigeant parce qu'il n'y a plus que ça qui t'intéresse. Et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à relativiser. C'est pour ça que je me mets. Mais ça me permet aussi de me dépasser tout le temps pour essayer d'aller chercher et de ne jamais être satisfait. Mais ça me met de la pression parce que j'ai l'impression que si je gagne pas une course, c'est un échec. Donc, c'est un peu terrible. Alors, j'espère que cette course va m'apaiser un peu, effectivement, et que voilà, quand je me retourne et que je regarde le palmarès. Mais bon, je réfléchis pas trop à ça quand même. En fait, là, je suis plus dans me projeter sur ce qui va se passer après, et voilà, de marquer l'histoire. C'est pas non plus ma quête absolue. C'est juste que j'ai besoin de gagner parce que sinon, je souffre au fait de quand je gagne pas, je souffre un peu, quoi. Alors, ça dure pas trop longtemps, hein, c'est plus sur le bateau. J'arrive à relativiser, mais c'est vrai que c'est ça qui me fait avancer aussi, qui me permet de bosser sur cette quête voilà, de bien faire son travail. C'est surtout ça qui est le plus important pour moi, c'est que c'est pas tellement de gagner, c'est que quand je gagne pas, j'ai l'impression d'avoir mal travaillé. Et ça, c'est plus ça qui est dur à encaisser que d'avoir quelqu'un devant moi, en fait. Il y a Christian Lepape qui te comparait un petit peu à un croisé, justement. T'as besoin de travailler pour y arriver, quoi. Ouais, bah, j'ai vu, c'est sûr, j'ai pas été, j'ai l'impression que c'est un palmarès qui s'est construit dans le temps. Effectivement, il y a des gens extrêmement précoces, qui ont une maturité très tôt, mais il y a peu de marins finalement qui ont des maturités en dessous de 30 ans. Voilà, il y a quelques exemples, c'est Franck, François, des gens comme ça qui font des palmarès très jeunes, mais c'est aussi parce qu'ils ont eu des opportunités. Et là, je me fais un peu la voix de certains coureurs qui sont extrêmement doués et qui n'ont pas toujours les moyens de s'exprimer. Moi, j'en ai souffert aussi. Et je vois, il y avait des fois des gens qui me disaient, ah bah toi, quand j'étais dans des soirées avec des gens qui connaissent rien et tu as gagné le Figaro et ils te disent, ah bah moi je connais un tel, il a fait le Vendée Globe, c'est un super marin. J'ai envie de dire, bah non, c'est pas un super marin, il a juste fait le Vendée Globe, il a jamais gagné une course. Et il y a plein de super marins qui n'ont pas fait le Vendée Globe, et c'est sur la solitaire du Figaro, c'est sur la Mini, c'est sur le Tour de France, et ces gens-là sont pas médiatisés, mais c'est parfois, moi j'en ai pas trop souffert, mais quand même, des fois t'es un petit peu, voilà. Donc moi j'ai eu cette chance d'avoir des projets plus tard que certains, et voilà. Mais tu vois, quand on m'a dit, bah vous êtes pas connu chez Safran, vous avez 40 ans, personne ne vous connaît. Bah ouais, alors que voilà, bon, je dis mais ouais, mais François Gabard avant de gagner le Vendée Globe, personne ne le connaissait aussi. À un moment, il faut avoir sa chance. Donnez-moi ma chance. Et puis non, j'étais trop vieux, et il fallait prendre. Il avait envie d'avoir trouvé un autre François Gabard, et ça marche pas comme ça. Des mecs capables de gagner le Vendée Globe à 30 ans, finalement, on se rend compte que la maturité d'un skipper, elle est souvent plus tard, quoi. Il y a Bon, quelques prodiges précoces et surdoués, mais voilà, chacun construit. Mais il faut aussi avoir la chance de s'exprimer. Moi, on m'a donné ma chance pour faire gagner le Figaro, et j'ai eu 4 ans pour le faire, et je l'ai fait en 4 ans. C'était quand même propre. J'avais moins de 30 ans, mais après, voilà, ça n'a pas décroché derrière. Et j'ai vu Armel partir sur des gros projets, j'ai vu plein de super mecs partir sur des gros projets mérités, puis j'en ai vu d'autres qui ont trouvé de l'argent, simplement. bon, Et voilà. finalement, tu as bien réussi à saisir ta chance. Cyril, on parlait de François, d'Armel. On a l'impression que quand même en un an, et c'est assez logique, la concurrence se rapproche. Est-ce que aujourd'hui, il va falloir, en vue notamment des prochaines échéances, et notamment de la course autour du monde en solitaire qui aura lieu dans un an, alors qu'il y a le Team Challenge Brest, il va falloir encore optimiser ce bateau, ou est-ce que vous êtes un peu arrivé en butée de développement de ce bateau? Oh, je pense que on a encore de l'optimisation à faire, hein. Je pense que ces bateaux-là, on découvre petit à petit ce qu'ils sont capables de nous dévoiler parce qu'on est dans la découverte, hein. Faut pas oublier que en 2017, on était le premier bateau de course au large volant, et on a justement cette chance de pouvoir avoir cette avance qui nous permet de découvrir peut-être plutôt que les autres des nouvelles solutions et des nouvelles astuces pour faire marcher encore plus vite le bateau. Maintenant, quand on revient sur
sur la course autour du monde en solitaire qui nous attend fin 2023. Je crois que ce qui va surtout être essentiel, c'est d'être fiable, au-delà d'être performant. C'est-à-dire qu'il va être essentiel d'être performant, mais je pense que avant tout, il va falloir être fiable. Ouais, donc c'est l'objectif de la saison, ça va être de travailler dans le cas de la saison 2023 au retour du Jules Verne, ça va être de travailler sur cette fiabilité. Essentiellement. Ouais. On a, enfin, sous couvert de, après avec Charles aussi, de ce qu'on aura à découvrir en termes de performance, mais je pense que compte tenu de là où nous en sommes aujourd'hui, je crois que l'essentiel se fera vraiment sur la fiabilité plus que sur la performance. Charles, on aura l'occasion pendant toute l'année de reparler de ce Tour du Monde. On va juste dire un petit mot. C'est un peu la frontière ultime, cette course au Tour du Monde en solitaire en ultime. C'est une course dont on parle maintenant depuis quelques années. Elle a été reportée. C'est un peu, c'est l'étape au-dessus. C'est vraiment ce qui est le plus ultime, justement, pour réutiliser le même mot. Bon, on peut pas rêver mieux, hein. Je crois que les ultimes sont quand même les plus beaux bateaux du monde pour faire de la course au large. Le parcours, c'est le parcours ultime. En solitaire, c'est un peu le gros challenge. C'est une aventure. On va être des pionniers. Et ça me plaît bien. J'ai toujours eu envie de faire le Vendée Globe. J'aurais sans doute pas mon Vendée Globe. J'en sais rien, mais je vais faire un truc qui va me consoler, en tout cas, de mon absence sur tous les Vendée Globe depuis 12 ans ou 15 ans que j'ai envie de le faire ou que je prétends à le faire. Donc voilà, et ça va être un sacré challenge parce qu'aujourd'hui, on a des bateaux de dingue, mais personne n'a réussi à faire un tour du monde avec ces bateaux. Et là, en plus, ça sera en solitaire. Donc c'est pour ça que de partir sur le Jules Verne, pour moi, c'est indispensable et même un énorme avantage qu'on peut prendre sur la concurrence parce que la fiabilité, ça va être une course d'endurance avec ces bateaux-là. Et on est encore, voilà, 17 jours, c'est le record qu'on détient sans doute ou qu'on co-détient avec Sodebo, un bateau volant autour du monde. On n'a pas dépassé ça. Donc, voilà. Effectivement, ça rend modeste. Cyril, avant de parler de Jules Verne, un petit mot sur le futur bateau, parce que vous avez annoncé à l'arrivée de la route du Rhum qu'il y aurait sans doute un futur, je ne sais pas si ça s'appellera Maxi Edmond Rothschild, mais en tout cas un futur ultime du Gitana Team. Pourquoi ce choix et est-ce que tu disais que après la course, après la route du Rhum, que votre ADN c'était aussi de casser les codes et d'avoir des idées un peu neuves comme vous l'avez eu sur ce Maxi Edmond Rothschild, à quoi il peut ressembler, à quoi peut ressembler un ultime de génération, un ultime volant de génération 2. Alors ça, déjà, je vous laisserai le découvrir dans quelques temps, mais notre bateau là aujourd'hui, enfin, il a fait sa 6e saison. Je crois qu'il faut aussi que on puisse évoluer. Quand on a fait ce bateau-là, on était vraiment, on partait sur des choses, sur une page blanche, et on était vraiment à la découverte, même si on avait quand même utilisé Gitana 15 comme plateforme d'essai, mais malgré tout, on avait les certitudes étaient, même si on avait des certitudes, pardon, il y avait quand même, il fallait quand même que de manière assez pragmatique, on arrive à faire marcher ce bateau-là sur l'eau, ce qu'on a réussi à faire. Mais il est vrai que il y avait des points de développement qu'on n'a pas poussés parce que justement, déjà, on était assez disruptif et donc il fallait quand même qu'on garde un petit peu les pieds sur terre parce qu'encore une fois, ce bateau n'était pas un concept boat, hein, c'était vraiment et c'est un bateau de course et donc il fallait que on puisse le faire marcher dans toutes les conditions, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc le futur bateau, eh bien, on est en train d'élaborer un petit peu tous les inputs que l'on a et de ce qu'on connaît sur déjà le bateau actuel pour pouvoir justement le transposer sur le futur. Maintenant, on n'est pas encore assis sur une date de mise à l'eau dans la mesure où on veut vraiment se poser et faire les choses proprement et sans s'emballer puisqu'on a déjà de toute manière la plateforme référence aujourd'hui. Donc on a encore une fois la chance d'avoir notre armateur Ariane de Rothschild qui est vraiment qui est en confiance avec nous et qui nous laisse ce choix finalement de pouvoir innover encore et cette chance. Et donc, on va la saisir, mais pour la saisir, il faut aussi qu'on fasse les choses proprement.
Vous allez continuer à travailler avec Guillaume Verdier, ça sera un peu la même équipe qui a travaillé sur la conception du Maxi Edmond Rothschild? Alors il y aura évidemment toute la Guillaume Verdier team avec laquelle on travaille maintenant depuis de nombreuses années. Et puis également au niveau du bureau d'études Gitana que l'on a étoffé un petit peu au fil du temps et qui va être vraiment aussi au cœur de cette construction et de ces dessins. Bon, l'actualité immédiate maintenant, ça va être pour vous le trophée Jules Verne. Charles, quel est un peu le timing aujourd'hui? Est-ce que tu as le temps quand même de couper un peu après ta route du Rhum? J'imagine qu'il y a eu quelques sollicitations médiatiques à ton retour de Guadeloupe. Et quel est un peu le timing maintenant pour l'équipe? Bah écoute, le timing, il est de naviguer mercredi ou jeudi et de se dire qu'on est prêt à partir s'il y a besoin. Aujourd'hui, on était dans l'avitaillement, tu vois. Donc on est dedans. Le repos, on le prendra après le Jules Verne. C'est pas très grave. Quand on a vécu la Volvo, on est prêt à tout faire. Hein. C'est plus plaisir. Je préfère partir sur un trophée Jules Verne de 40 jours que sur une étape de 25 jours sur un bord 65. Donc je suis content et j'ai envie d'y aller en plus parce que voilà, c'était une petite frustration. On a réussi beaucoup de choses dingues depuis 3 ans avec le team, mais ça nous reste un peu en travers de la gorge ces tentatives avortées. Et puis on n'a pas le choix, il faut tenter. Donc parce que le record il est très dur à battre. Donc il faudra peut-être plusieurs essais. Est-ce que ça sera le bon? Je sais pas, mais on va essayer. Et puis comme je te l'ai dit, par rapport au programme qui nous attend, ça me paraît tellement judicieux d'aller faire ce trophée Jules Verne. Donc voilà, et l'équipe bosse depuis que le bateau est rentré, on l'a ramené très vite pour que l'équipe puisse bosser à fond dessus et le préparer le plus tôt possible. Voilà, on aurait aimé être prêt encore plus tôt, mais on peut pas faire des miracles. Donc si on est prêt à partir de jeudi, c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a fait. Voilà. D'accord, donc c'est stand-by immédiat. Ah ouais, c'est demain. Cyril, il y a eu... À Noël, on sera parti. Bon, la météo nous dit que, a priori, on passera Noël à la maison, mais ça pourrait, je sais pas si on passera le premier de l'an. Cyril, le bateau, on a l'impression qu'il a été, qu'il a eu très peu de dégâts. Est-ce qu'il y a eu des réparations à faire? Est-ce qu'il y a une configuration équipage à faire ou il est directement prêt pour repartir pour un tour du monde? Bah, disons qu'il a été très très bien ramené, donc le bateau est rentré impeccable. Tu veux dire que tu étais à bord? Non, écoute, on a travaillé sur le bateau de manière assez classique, c'est-à-dire qu'on a vérifié un petit peu tout ce qu'il y avait à vérifier, les appendices. Les appendices sont souvent sollicités, notamment quand le bateau va vite, donc il fallait vraiment refaire un état de surface impeccable. Et là, vraiment, je félicite encore vraiment toute l'équipe parce que franchement, ils ont fait un boulot de dingue et il faisait vraiment pas très chaud ces derniers jours. Donc ça n'a pas été facile. On a dématé, on a vérifié le mât, enfin les voiles ont été checkées de façon à ce que tout l'équipage puisse partir dans les meilleures conditions avec le bateau. Le bateau là on va dire prêt ou quasi prêt puisque on est prêt on va dire demain. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir la plus belle fenêtre pour pouvoir partir et faire exprimer ce bateau qui est juste incroyable et avec un équipage de fou. Donc je croise les doigts pour que les choses se passent bien. Et encore une fois, comme l'a dit Charles, c'est que ces machines volantes sont folles, mais il faut aussi qu'on puisse durer dans le temps et c'est aussi ça l'objectif maintenant qui nous attend. Tu peux nous rappeler l'équipage et qui va composer la cellule de routage pour accompagner cet équipage de 6, si je ne me trompe pas? Donc, évidemment, Charles en skipper. Il y aura Franck Camas, Erwan Israël qui était donc à la cellule routage, Morgan Lagravière qui était donc le skipper remplaçant de Charles si jamais il nous était arrivé la moindre problème sur la route du Rhum, David Boileau, le boat captain, et puis Yann Rioux qui va donc aussi nous ramener de très belles images et pouvoir faire vivre à tous ce Jules Verne. Bon, donc c'était le même équipage que celui qui était parti il y a 2 ans. Hein. Exactement le même. Charles, sur ce trophée Jules Verne, hein, la barre est haute, hein, vous l'avez dit, 40 jours, 23 heures, d'export, je crois que ça date de 2017 maintenant. On a l'impression, quand on regarde un peu les dernières tentatives, que c'est de plus en plus dur de partir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de fenêtres parce que la météo évolue, ou est-ce que c'est parce que le temps et la barre a été mise tellement haute qu'il faut absolument une fenêtre exceptionnelle pour arriver dans les temps au Cap de Bonne-Espérance?
Oui, effectivement, Francis a eu un parcours remarquable, un temps de passage, en tout cas sous l'Australie, qui était complètement dingue, hein, enfin, notamment une traversée de l'océan Indien. Je sais pas si on pourra faire mieux. Il a fait quasiment 37 nœuds de moyenne. En tout cas, on n'a jamais fait des 37 nœuds de moyenne avec ce bateau, même avec Gitana. Bon, on voit quand même que le potentiel de Gitana est largement supérieur à IDEC. On l'a vu sur la route du Rhum. Donc, mais le problème, c'est l'enchaînement météo et c'est un peu l'équation impossible qu'on cherche. Arriver à l'équateur en moins de 6 jours et avoir rendez-vous comme il a eu avec une dépression qui part de l'Argentine. Donc voilà, et ça nous fait quand on part, on arrive à peu près 8-9 jours à plus tard et c'est loin, hein, 8-9 jours en termes de météo, surtout dans l'Atlantique Sud. Donc c'est vraiment beaucoup d'enchaînements météo favorables qu'il faut trouver et qui sont indispensables pour aller chercher le record. Je pense aujourd'hui, il n'y a plus tellement de marge. Je sais pas si un jour quelqu'un ira plus vite que lui dans l'océan Indien. Enfin, faudrait trouver le même dépression. C'est très très rare une dépression qui traverse tout l'océan Indien aussi vite. Et après, il y a un peu de temps à gagner, voilà, sur l'équateur. Il y a un petit peu de passage équateur, et un petit peu de temps à gagner après, sans doute l'Australie, la remontée de la. Mais c'est voilà, on parle d'un jour ou deux. Donc si tu arrives avec 3-4 jours de retard sur Francis sous l'Australie, t'es foutu. Et si t'as pas cet enchaînement météo là, ben c'est difficile d'aller chercher ça. Donc c'est très compliqué à trouver. Et c'est le principe des records. Hein. C'est pour ça que le record de Serge Madec a tenu aussi très longtemps. C'était très long d'avoir une météo correcte pour faire voilà. Et le record de Pascal Videgori sur l'Atlantique, même si on a des bateaux plus rapides aujourd'hui, il va être très difficile d'aller chercher parce qu'il y a eu un enchaînement météo très très favorable. Donc voilà, c'est le principe des records. À un moment, on est en blocage météo, à moins que les bateaux aillent beaucoup plus vite, mais on va pas quand même. euh, Il y a des allures où on va pas beaucoup plus vite qu'IDEC. Il y a des allures, oui, mais c'est pas vraiment celle qu'on rencontre sur l'ensemble du tour. Donc voilà, c'est compliqué, très compliqué. Bon, on va vous libérer parce que je crois que Cyril a un dîner. Un tout dernier mot, Cyril, avant de nous quitter. Il y a il y a une date limite pour ce stand-by. Est-ce que vous vous êtes fixé une date limite ou est-ce qu'elle est un peu en fonction du planning à venir la saison suivante? Non, c'est effectivement fixé une date limite parce que on a aussi la saison 2023 à faire. Et donc, il faudra de toute manière que le bateau rentre en chantier. Donc, on s'était fixé au départ 15 février, mais on est capable en tout cas de pousser jusqu'à fin février, tout premier jour de mars, mais pas plus. D'accord. Et dans un monde idéal, vous estimez que ce bateau, toi, tu estimes que ce bateau, le Maxi Edmond Rothschild, il peut mettre combien de temps pour boucler un tour du monde avec un enchaînement magique comme dont parlait Charles? Je sais pas, Charles, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on a fait tourner, je sais plus combien de milliers de routes. J'imagine. Voilà, on a avec la polaire du bateau, mais je pense que même dans belles conditions là, on ne tiendrait pas à un rythme aussi fort. Mais on a des routages à moins de 38 jours, mais on parle de quelques pourcents sur 5000 routages. Hein, donc voilà, des routages en dessous de 40 jours, je crois qu'on en avait peut-être 5 ou 10% en routant sur 3 mois pendant 10 ans. Donc tu vois, c'est quand même voilà, donc c'est possible, mais on va jamais aussi vite de toute façon que les routages. Donc voilà, mais on est capable de tomber la barre des 40 jours, hein, ça serait notre rêve. Mais voilà, c'est pas nous qui allons décider. Nous, on va mener le bateau le mieux possible. Et après, il faut que ça s'enchaîne bien. Mais on n'a pas d'autre choix que de tenter. Et à un moment, si on peut partir, si on a une bonne fenêtre, parce que il se peut aussi qu'on trouve jamais l'enchaînement favorable, hein, et ça sert à rien d'aller se foutre dans l'Atlantique Sud si t'es avec un anticyclone qui te barre la route, c'est même pas la peine de partir. Donc c'est effectivement, on verra peut-être de plus en plus de stand-by qui n'aboutiront pas. C'est déjà arrivé dans le passé dans le populaire et pour Spindrift. Donc voilà, on espère qu'on aura un bon enchaînement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais on fera tout pour partir. Et même si on a une fenêtre moyenne, sans doute de fin de stand-by, on essaiera de partir parce même moi, si je peux, même si je fais le tour du monde en 45 jours, je serais content. Mes camarades certainement pas parce qu'ils viennent chercher un record. Mais moi, en tout cas, j'aurais emmagasiné une expérience unique pour mon projet de tour du monde l'année prochaine. Donc moi, j'ai tout intérêt à y aller.
Eh bien, très bien. Et on rappelle que Sail of Change, le nouveau nom de l'ex-Spindrift 2 est lui en stand-by depuis quelques semaines et n'est toujours pas parti. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour ce 100e épisode de Pause Report. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Elles seront a priori, en tout cas pour Noël, pas à bord du bateau, mais peut-être que vous fêterez le réveillon ou le début d'année à bord de Maxi Edmond Rothschild. Et quant à nous, on se retrouve pour le prochain épisode de Pause Report qui fait une pause de 2 semaines. On se retrouvera le mardi 10 janvier. Merci beaucoup à tous les deux et très bonne soirée et bonne fête à tous. Merci beaucoup, bonne fête à tous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!